C'est notre panel américain en compagnie de Raphaël Jacob, Catherine Loubier et Michel C. Auger. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, Donald Trump l'avait promis qu'il poursuivrait ses opposants politiques. Eh bien, c'est fait. Il y a l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui a été inculpé aujourd'hui de 2 chefs d'accusation, d'avoir menti au Congrès et d'avoir entravé la justice. Raphaël, à quel point c'est important ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? C'est énorme, sans exagérer. De un, pour le précédent qu'on vient de créer, pour la première fois du FBI qui existe depuis le début du 20e siècle, qui a été créé, je le mets en petite parenthèse pour la référence historique, par le petit-neveu de Napoléon. C'est un fait qui est très méconnu, qui est absolument fascinant. Depuis donc plus d'un siècle, on a la première fois où un directeur, dans ce cas-ci un ex-directeur de ce qui est la police fédérale américaine, se fait lui-même passer de façon figurée les menottes. De deux, ce qui est extrêmement inusité, c'est que même si, en remontant au début même du département de la justice, il n'y a jamais eu une indépendance totale entre ce dernier et le politique, le genre de pression qu'a exercé le président dans ce cas-ci est vraiment extraordinaire. Je ne le dis pas dans le sens positif du terme, à un point tel où c'était rendu presque inévitable que devant la pression, ses propres procureurs, les procureurs fédéraux, auraient comme pas le choix d'obtempérer. Soit dit en passant, je t'amène la réponse là-dessus. Il faut réaliser ce qui s'est passé dans la dernière semaine, c'est qu'on a eu à la fois de multiples messages, à la fois en privé et en public du président, à ses procureurs, incluant le procureur général, pour qu'il passe à l'acte et inculpe des gens comme M. Comey. Trump avait même nommé Comey spécifiquement en disant « ce type-là doit se faire poursuivre ». Et de deux, il avait essentiellement remplacé un procureur de carrière dans le district de l'Est de la Virginie, qui est responsable de la cause Comey, par une avocate qui n'a absolument, ou qui n'avait jusqu'à la semaine dernière, aucune espèce d'expérience comme procureur et qui était par surcroît son avocate personnelle à lui avant. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue d'optique, c'est colossal ce qui se passe. Et donc, M. Comey avait enquêté comme directeur du FBI sur des courriels d'Hillary Clinton, mais aussi sur l'ingérence russe dans la campagne électorale de M. Trump en 2016. Et quand Raphaël dit, Catherine, que M. Trump a mis énormément de pression, voici un message qu'il a envoyé sur Truth Social la fin de semaine dernière où il interpellait justement sa procureure générale, donc Pam Bondi, en disant « Pam, j'ai passé en revue plus de 30 déclarations et messages qui disaient en substance, c'est toujours la même histoire que la dernière fois, que des paroles, aucune action. Rien n'est fait. Qu'en est-il de Comey, d'Adam Schiff, Laetitia? Ils sont tous coupables, mais rien ne va être fait. Nous ne pouvons plus attendre. Cela nuit à notre réputation et à notre crédibilité. Ils m'ont destitué 2 fois et m'ont inculpé 5 fois. Pour rien, justice doit être rendue maintenant. Ça ressemble comme à un texto, Catherine, que M. Trump aurait pu envoyer en privé à sa procureure générale, mais là, il l'a publié sur Truth Social. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'aspect vengeance de ce qui se passe en ce moment? Bien, oui, justement, il est très vindicatif, en fait. Hein? Je pense que c'est beaucoup plus à propos du fait que des gens sont des ennemis de la nation. Et combien de fois on l'entend utiliser « he's corrupt », la corruption, dans le système de justice. Donc, on est vraiment dans une situation... Bon, ce courriel-là, ce Truth Social-là, c'était probablement prévu, on s'entend, là. On fait dans tous les styles ces jours-ci sur le Truth Social du président. On va parler plus tard de Tylenol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il semble qu'il n'a qu'à calligraphier qu'il y a quelqu'un qui apparaît à ses yeux comme un ennemi de la nation pour que le département de la justice se retourne et trouve un moyen d'inculper, 5 jours plus tard, d'accuser 5 jours après quelqu'un le comme Bondi. Oui, c'est quand même quelque chose. Monsieur Comey, Michel C. a publié une vidéo aujourd'hui où il se défend, évidemment. Écoutons cet extrait, puis commentons par la suite. My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. But we couldn't imagine ourselves living any other way. We will not live on our knees, and you shouldn't either. Somebody that I love dearly recently said that fear is the tool of a tyrant, and she's right. But I'm not afraid. My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial. OK. On va avoir un procès. Est-ce qu'on peut faire confiance, Michel C., au système de justice? Oui, mais il faut quand même dire que ce que M. Trump a fait dans les derniers jours est probablement le plus gros abus de pouvoir présidentiel et la plus grosse entrave à la justice qu'on puisse imaginer. Certainement,
depuis l'affaire du Watergate. Et je suis retourné voir de quoi est-ce que Richard Nixon avait été accusé dans son procès qui n'a pas eu lieu pour destitution parce qu'il a démissionné avant. Il a été accusé d'abus de pouvoir présidentiel et d'entrave à la justice. On est exactement dans le même genre de situation. Il ne faut pas se le cacher, là. M. Trump, même qui s'est fait dire par Pam Bondi, la ministre de la Justice, on ne gagnera pas ce procès-là. Il est accusé de quoi, Colby? Il est accusé d'avoir menti. On ne sait pas à qui, on ne sait pas sur quoi. Ça, l'acte d'accusation tient en 4 paragraphes. Ça ne va pas aller très loin devant un juge. Ouais, il y a des informations ça dit où en est M. Trump. Là. Oui, il y a des informations qui circulent sur le fait que c'est concernant l'enquête sur les courriels de Hillary Clinton ou c'est sur le fait d'avoir coulé de l'information aux journalistes. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a aucune preuve avancée au moment où on se parle. Il n'y a rien d'écrit dans l'acte d'accusation. On ne sait pas à qui il a menti et on ne sait pas sur quoi. Alors, c'est un drôle de crime. Mais visiblement, le président Trump veut ce procès. Visiblement, il veut que ce procès se déroule sur plusieurs mois. Pour lui, ça n'a en fait peut-être même pas d'importance. C'est l'utilitarisme du département de la justice là, à son plus haut point. Mais Catherine, il veut le spectacle, en fait. Là. Et ça plaît aux anti-establishment. Oui, mais Catherine, c'était ce qu'il dénonçait, lui, le weaponizing, je m'excuse, l'utilisation à des fins armées de la justice. Il dénonçait ça il n'y a pas plus tard qu'1 ou 2 ans quand il n'était pas président. Puis là, c'est lui qui l'utilise, Catherine? Oui, il l'utilise pour faire le procès. Le procès, justement, de l'utilisation de la justice comme une arme politique. Et il veut vraiment faire un spectacle. On l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, il ébranle les institutions américaines, il les ébranle profondément pour démontrer aux Américains qui l'ont élu, voyez, je réforme ce pays, je suis en train de réformer les institutions et de sortir les corrompus, le mot qu'il préfère. Sébastien, je tiens vraiment à ajouter quelque chose là-dessus, parce que lorsque la police a débarqué à Mar-a-Lago avec la descente absolument spectaculaire, appelez-vous, en 2022, ce que j'avais dit personnellement, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment dangereux pour le climat social et démocratique aux États-Unis, dépendant quelle tournure ça prend cette affaire-là. Parce qu'avec ça et la multiplication des inculpations qu'on a eues en l'espace d'à peine quelques semaines contre Donald Trump, ça créait évidemment un énorme risque de ressac, surtout avec un type aussi vindicatif et qui se fiche aussi royalement, évidemment, des normes démocratiques et institutionnelles que ce type-là. On avance 3 ans, on a ça. Donc, je vous dis aucunement que c'est justifié. Je vous dis qu'il y avait quand même quelque chose qui était jusqu'à un certain point prévisible. Et pour ce qui est de M. Comey, il faut faire dans la nuance. C'est-à-dire que ce type-là s'est fait mettre dans la campagne de 2016 ou pendant la campagne de 2016 entre M. Trump et Hillary Clinton dans une position qui était impossible parce qu'il y avait toute l'espèce d'enquête criminelle sur le serveur privé de Mme Clinton, comment lui, comme directeur du FBI, qui est censé être indépendant, allait se positionner. Il termine cette campagne-là. Donald Trump, évidemment, est élu et dès les tout débuts du premier mandat Trump, il y a d'immenses tensions entre les deux hommes. Rappelez-vous ces fameuses images. La première fois, on les voit ensemble publiquement. Le président invite M. Comey en tant que directeur du FBI à lui serrer la main et regardez la façon de serrer la main. Autrement dit, tu vas maintenant être à mes pas. Tu vas faire ce que je veux. Et clairement, M. Comey n'avait pas tempéré. Les relations n'avaient jamais été bonnes. Et après moins de 6 mois, Trump l'avait congédié. Ça avait mené à une crise qui a consommé la moitié de son premier mandat. Donc, il y a immensément d'animosité encore après toutes ces années-là. Michel, un des arguments du président, c'est de dire « Moi, on m'a poursuivi. » pendant que je n'étais pas président. Moi, j'ai fait face à la justice et on a utilisé la justice à des fins politiques. Est-ce qu'il a un point là-dessus ou il n'a pas de point? Il n'y a pas de ministère de la vengeance dans l'organigramme américain, il y a juste un ministère de la justice. Alors, lui, il est clair et il l'a dit. C'est entre guillemets, là. J'ai une soif de vengeance que je veux assouvir. Alors, à un moment donné, le président des États-Unis doit être un peu au-dessus de la mêlée quand même. Sinon, il commet le crime d'entrave à la justice. Évidemment, on est tellement polarisé actuellement qu'il n'y aura pas, comme en 1974, une procédure menée par les républicains eux-mêmes pour destituer le président. Ça n'arrivera pas. Le pays a beaucoup changé en 50 ans. Mais la réalité, c'est que dans un système, n'importe quel système démocratique, quand l'exécutif prend la place du judiciaire, il y a un vaste problème.
Voilà, en principe, il y a la séparation des pouvoirs qui est un principe fondamental de la démocratie. Donc, à suivre. M. Trump était de passage à l'ONU cette semaine, un passage plutôt remarqué. Écoutons certains moments de son discours. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. The UN is supposed to stop invasions, not create them. Your countries are going to hell. OK, Catherine, c'est un peu comme si j'allais chez vous puis que je vous disais que vous vous comportez mal, que vos décisions sont mauvaises, que vous êtes en train de vous détruire. Pourquoi il a fait ça devant les Nations unies, Catherine? Bien, premièrement, il aime haïr les forums multilatéraux, hein, et spécifiquement les Nations unies, parce qu'il dit, les Nations unies, vous dites faire beaucoup pour la guerre, mais en fait, vous me laissez seul, vous n'aidez pas mon effort pour régler ces guerres-là. Au contraire, il a été vraiment cru et très énergique aussi sur les changements climatiques. Et là où je pense qu'il a compté plus de points, c'est sur le procès des pays européens sur la question migratoire et les problèmes qui affligent les pays occidentaux suite à ces mouvements migratoires et aux immigrants illégaux. Là. En tout cas, ça résonne énormément aux États-Unis. C'est l'un des 3 piliers de son règne comme président, de son élection sur laquelle il veut livrer la marchandise. Et donc, cette tribune à l'ONU lui a permis de passer ce message-là et de un peu ridiculiser l'Europe en disant voilà, vos pays s'en vont chez le diable avec vos politiques migratoires. Donc, je pense que là-dessus, ça a résonné un peu plus, mais ça a été un discours très dur et avec les mêmes positions qu'on a vues de Donald Trump auparavant, spécifiquement sur cette arnaque climatique, comme il l'appelle. Voilà, mais c'est juste que là, il le disait à la face du monde et à la face de l'Assemblée générale. Vous en avez pensé quoi, Michel C? D'abord, il a pris 4 fois le temps qui lui était accordé. Tous les autres chefs d'État, M. Macron, les autres, ont pris le temps qui leur était accordé. Lui, c'est 4 fois. Et il a insulté tout le monde. Et moi, j'ai beaucoup ri sur une chose, c'est l'incident de l'escalier mobile, où il a dit, il me doit des excuses, puis je devrais les poursuivre. Et on apprend que finalement, c'est un vidéaste qui travaille pour la Maison-Blanche qui, par inadvertance, a actionné l'arrêt de l'escalier mobile. Est-ce qu'il va admettre ça? Non, il n'admettra pas ça, c'est sûr, mais à un moment donné, là, on avait... M. Trump a passé dans ce discours-là la barre du trop comme passé, à mon humble avis. On n'a pas de nouvelles, Raphaël, du problème de télésouffleur. Hein? Il n'y a pas d'enquête là-dessus? Pas depuis 48 heures. D'accord, très bien. Mais une inculpation, vous savez, ça peut prendre 5 ans avant que ça tombe, Sébastien. Quand ça tombe, il faut faire attention. À suivre, donc. Mais donc... Il a téléphoné à Pam Bundy, là aussi. Peut-être qu'il va lui envoyer un autre message public en fin de semaine. Il y a des diplomates, Raphaël, qui se sont levés et qui ont quitté la salle aujourd'hui lors du discours de Benjamin Netanyahou. Pour Donald Trump, à ma connaissance, personne ne l'a fait. Pourquoi on ne réagit pas? Ça, c'est les images quand M. Netanyahou était en train de prononcer son discours, mais il n'y en a pas eu quand M. Trump a prononcé le sien. Pourquoi personne ne se lève ou ne réagit au discours qu'il a fait? En fait, les gens réagissent, mais pas de cette façon-là. La raison, elle est très simple. C'est le président des États-Unis. Il est dans une ligue qui est complètement à part. C'est un simple fait de 1, de 2. Simplement pour enchérir rapidement, de façon ludique, mais quand même aussi illustrative sur le propos de Michel, sur la fameuse question de l'ascenseur. Michel mentionnait le fait que Donald Trump a pris 4 fois le temps qui lui était alloué. Il est aussi, pour les avoir comptés personnellement, revenu à 4 reprises pendant ce même discours-là sur l'ascenseur. Quand vous mettez tout ce qu'il y avait dans cette allocution, vous aviez l'illustration parfaite de pourquoi Donald Trump est simultanément aussi adoré par sa base et aussi détesté par ses critiques, c'est-à-dire se mettre à répétition le doigt dans l'œil, en fait, les doigts dans les yeux des élites essentiellement à la fois européennes et dans plusieurs cas de son propre pays. Donc, c'est un discours qui n'est pas passé inaperçu, qui ne passera pas inaperçu, mais à quel point est-ce qu'on va vraiment s'en souvenir? Je conclue là-dessus. Rappelez-vous qu'en 2017, dans sa toute première adresse à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, comme nouveau président américain, il avait menacé ouvertement, là aussi devant le visage de tout le monde, de totalement, c'était ses propos exacts, totalement détruire la Corée du Nord en qualifiant le dictateur nord-coréen de Little Rocket Man.
Et on est passé à autre chose, comme on le fait souvent, parce qu'il en lance tellement sur une base quotidienne. Il est allé en Corée du Nord. Oui, bien c'est ça, il y a exactement. comme eu un rapprochement. Parlant de lancer des choses, Catherine, puis on va terminer là-dessus. Tylenol et autisme. Pourquoi le président prend cette cause-là pour lui et qu'il en fait la conférence de presse qu'il a faite cette semaine? Très bonne question. Écoutez, il parle en partie, je pense, au mouvement MAHA, au mouvement Faire de l'Amérique un pays en santé. Et il parle aux femmes. Hein? Toute la semaine, on s'est retrouvés avec cette histoire de Tylenol en train de parler des femmes enceintes. Il veut paraître comme un président qui aide les femmes enceintes à discerner. Mais en fait, ça plaît à une partie de son électorat, certainement les évangélistes, les femmes évangélistes qui ne croient pas en la science. Mais ça ostracise d'autres femmes qui sentent qu'en prenant ce médicament, maintenant, est-ce qu'elles causent l'autisme à leurs enfants? C'est complètement loufoque, là. C'est complètement loufoque. Mais Michel, en 30 secondes, est-ce qu'il marque des points politiques en prenant cette cause-là? Quelle est la cause de son secrétaire à la santé, là, M. Kennedy? Oui. Il marque des points politiques avec une partie de sa base qui, on l'avait vu pendant la pandémie, qui ne voulait pas avoir de vaccin, des choses comme ça. Il y a une base anti-Big Pharma dans la base dans le mouvement MAGA. C'est à ça qu'il parlait. Comme la fin de semaine précédente, il parlait de Charlie Kirk et il parlait à sa base plutôt religieuse. Donc, c'est une recette éprouvée. Je dois vous laisser là-dessus. Je pense qu'on n'a plus de temps. Toujours un plaisir de vous parler le vendredi. Merci et bonne fin de semaine à vous trois. Prenez pas trop de Tylenol. Au revoir. Merci. Bye. Non.